à monsieur le directeur de publication. Je ne vous déclinerai pas mon identité, et vous savez pourquoi. Mais le plus important est ce qui va suivre. Les Africains, particulièrement les Ivoiriens puis les Libyens, ignorent le fond de leur malheur. Oui, ce qu'ils subissent ne date pas de maintenant comme vous vous en doutez. Ceux qui ont tiré et continuent encore de tirer les ficelles des crises et guerres en Afrique, et ailleurs ont tout planifié en attendant le faux pas des leaders, comme Laurent Gbagbo et Mouammar Kadhafi. Nous allons ensemble survoler le cas libyen, mais aller en profondeur sur le cas ivoirien. La communauté de la haute finance, dirigée et contrôlée par les Hongries, les Illuminati, dont je faisais partie a une règle simple, gagner de l'argent et encore gagner de l'argent. Concernant le plan des Illuminati, dont font partie le CFR, la Commission trilatérale, le mouvement Scrull-et-Bonne, les francs-maçons, la Rose-Croix, etc., le choix qui s'est porté dans les années 1970, sur Alassane Ouattara depuis qu'il était étudiant en Pennsylvanie aux États-Unis, avait pour but de remplacer Félix Houphouët-Boigny lorsque celui-ci serait vieillissant mourant. Nous avons à travers François Mitterrand poussé la création du multipartisme dans l'Afrique francophone. Objectif préparé 18 ans plus tôt, afin de remodeler l'espace politique africain. Nos experts ont déduit que l'application du multipartisme nous permettrait de remplacer la vieille garde politique par une nouvelle. Pour y arriver, il fallait faire chuter les cours mondiaux du cacao et autres matières premières. Ceci pour créer une crise économique et provoquer la colère populaire, pour finalement aboutir au pluralisme d'opinion, qui fragiliserait les présidents d'alors, qui étaient adulés et respectés comme Houphouët-Boigny. La haute finance n'a pas d'état d'âme. Notre système couvrait les dérapages et crimes de ce dernier, Houphouët-Boigny, tant qu'il nous était utile et en bonne santé. Mais ce dernier ayant découvert trop tard la manœuvre, a tout fait pour ne pas permettre à Alassane Ouattara d'être au pouvoir. Il a modifié la Constitution, afin de permettre à Henri Konan Bédié de venir aux affaires, bien qu'il soit mal aimé de population, qui voyait en lui un héritier dynastique. Cette situation d'antipathie d'une bonne partie du peuple, nous donnait le temps de préparer la chute de Bédié, qui s'est avéré un homme faible. Il nous fallait tout simplement jouer sur la fibre ethnique et religieuse pour placer Ouattara au pouvoir quelqu'un, soit celui qui était en face. Créer subtilement le VRDR, et en faire un parti ethnique avec des militants que nous savions pour la plupart peu instruits, où un alphabet a été d'une aisance modèle, car plus facile à manipuler. Nous reviendrons plus loin. Ouattara étant présenté comme victime par nos médias, CFI, TV, 5. RFI, il devint facile de manipuler les militaires ivoiriens du Nord tel Ibrahim Koulibaly, Issaka Ouattara, Oumar Diarra Souba etc. Objectif, saisir une situation et créer un mouvement de révolte, placer un homme liche pour une transition, et aboutir à une élection truquée, comme plus tard en novembre 2010. Bédié entre-temps tombé le 24 décembre 1999, le général Gueye est placé provisoirement à la tête du pays, mais plus tard, ce dernier retournera sa veste. 2 tentatives de coup d'État contre lui échouent, puis, Laurent Gbagbo vient aux affaires suite à une élection controversée. Nous avons été surpris par la réaction populaire, qui a permis de rendre à Gbagbo sa victoire. L'arrivée au pouvoir de cet homme, Gbagbo, que nous avons par l'entremise d'Ouattara tenté de supprimer en 1992, lors de la marche de l'opposition du 18 février de la dite année, a fait trembler la haute finance satanique comprenant le Club de Paris, le FMI, la Banque mondiale, le Club de Rome etc. Le plan pour l'éliminer fut secrètement mis au point en attendant une occasion dorée, qui s'est présentée lors de cette marche, 18 février 1992. Mais l'humanisme des gendarmes d'alors, a gêné la mise à mort de l'homme. Certes, nous voulions une opposition contre le pouvoir Houphouët, afin de l'affaiblir puis le remplacer, mais nous ne voulions pas d'une opposition puissante, comme le FPI avec un leader aussi charismatique, qu'incontrôlable comme Gbagbo. Un tel homme au pouvoir suite aux élections 2000, n'arrangeait pas les affaires des banquiers, et les chocolatiers internationaux, guidés par les Hongries, Illuminati. Laurent Gbagbo, un homme qui n'est pas esclave de l'argent, et de luxe démesuré est un poison pour ceux qui l'ont finalement eu l'avril 2011. Gbagbo arrive au pouvoir et découvre que le pays dont il tient les rênes n'est pas réellement indépendant, mais pire, les richesses du pays appartiennent à la France qui les gère pour les intérêts de la communauté internationale dirigée par les Illuminati. Il décide alors de tout remettre à plat concernant les relations entre son pays et la France. Tout l'argent de corruption élevé offert par les pompes du pouvoir financier français est directement versé dans les caisses du trésor ivoirien. Car disait-il, c'est l'argent des Ivoiriens. Crime de lèse-majesté pour les financiers occidentaux, car on ne refuse pas impunément les offrandes de gens, qui ont toujours procédé ainsi, pour avoir la main mise sur les dirigeants, et les richesses des pays du Sud. Non seulement l'élection de Gbagbo nous a surpris, mais il commet le crime d'être incorruptible. Il fallait s'en débarrasser le plus vite possible. Janvier 2001, première tentative qui échoue par précipitation. Septembre 2002 fut préparé au Burkina avec l'appui de Blaise Compaoré, franc-maçon de catégorie esclave, franc-maçon soumis qui respecte les règles criminelles de la cause. Entraînement intensif des militaires exilés ivoiriens, qui échoueront miraculeusement le 19 septembre. Mais tout est réorganisé pour partitionner le pays puis le conquérir petit à petit, afin d'affaiblir le pouvoir Gbagbo insoumis, panafricaniste et nationaliste.
Mais les combats sont meurtriers malgré le faible équipement des militaires loyalistes. Une ruse est parallèlement organisée pour neutraliser Gbagbo. 1. Mise sur pied par la DGSE française d'un commando, afin d'assassiner des personnalités plus ou moins importantes, le comédien Camaradi H, le docteur Dakouri, frère du rebelle Dakouri Tablet, Diandré Kéfé etc., pour faire accuser Gbagbo avec des supposés escadrons de la mort fabriqués de toutes pièces par les services secrets français. 2. Les accords de Marcoussis pour le dépouiller de son pouvoir gênant. Là encore Gbagbo se montre habile politicien, et déjoue tous les pièges qui lui sont tendus. L'armée ivoirienne qui se rééquipe, ne rassure pas les intérêts occidentaux, car les soldats loyalistes commencèrent à surmonter leur peur, et prêts à broyer du rebelle afin de libérer le pays. Voyant la supériorité militaire loyaliste, se forger et gagner du terrain, un traité de paix est provoqué et signé pour stopper la belligérance. Comment stopper les achats d'armes que Gbagbo opérait, tel devenait l'objectif à court terme pour les Illuminati. Nos experts composés de la DGSE français, de la CIA américain et du MI5 britannique en liaison avec les services secrets burkinabés, maliens et sénégalais se mettent au travail pour trouver une solution, afin de verrouiller militairement l'armée loyaliste appelée FDSC. La première trouvaille est une marche organisée par l'opposition en mars 2004. Le but était de pousser Gbagbo à massacrer le maximum de civils, infiltrés pour l'occasion, de rebelles, et permettre ainsi à l'ONU, qui est l'arme diplomatique des Illuminati, de sortir une résolution d'embargo sur la Côte d'Ivoire. Mais pour y parvenir, une commission d'enquête fut dépêchée, afin de produire un faux rapport, qui allait justifier l'embargo. Une fois de plus, Gbagbo sent le piège et produit un contre-rapport juridique qui bat en brèche les arguments de la commission de l'ONU. Quel est cet homme qui réussit à bousiller un plan bien pensé, et aussi coûteux que cette marche où nous avons bien manipulé les partis d'opposition avec leur chef Cupid de pouvoir? Dans la colère, certains services proposèrent l'élimination physique de Gbagbo. Mais ce projet fut abandonné pour raison de guerre civile, qui n'arrangeait pas nos affaires. Avec un monsieur comme Blé Goudé à la tête d'une jeunesse nourrie à la sève nationaliste, sans oublier les militaires loyaux, il ne fallait pas prendre de risques. L'occasion rêvée s'est présentée lors de la tentative de libérer le territoire avec l'opération César, où une agression de l'armée FDSC a été simulée pour détruire les aéronefs loyalistes, et procéder à un coup de force pour renverser Gbagbo. Là encore, échec et mat, qui s'est achevé par le massacre de nombreux civils par l'armée française. Cap a alors été mis sur la fin du mandat de Gbagbo en 2005. Mais entre nous, il fallait le court-circuiter. Tous les moyens médiatiques furent déployés, afin de demander la démission de Gbagbo, et permettre la mise sur pied d'une transition. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? J'en ris encore aujourd'hui car c'était grotesque. Mais il fallait quand même essayer. Cette manœuvre ayant échoué, l'objectif fut d'attaquer à nouveau Gbagbo à travers l'Union africaine corrompue en imposant un nouveau Premier ministre en la personne Konan Banny. Le choix de Banny s'est joué sous la pression de Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérian qui est aussi franc-maçon. Banny nous paraissait plus pugnace qu'un Sédoudia affaiblard et Fon. Mais le choix de Banny en décembre 2005 n'avait rien de promotionnel. Nous savions que la population daoulé, qui commençait dangereusement à succomber au charme Gbagbo, en grande partie nostalgique du temps PDCI ou fouettiste, allait croire un retour aux affaires du parti. Leur haine allait se consolider contre Gbagbo pour la suite de notre plan. Banny allait croire en l'appui du RDR d'Ouattara pour faire chuter Gbagbo vu que le groupe de travail international, GTI Armes diplomatiques, a été mis en place pour la cause. Objectif, dissoudre l'Assemblée nationale, contrôler l'armée, museler les patriotes de Blé Goudé, et organiser des élections avec un fichier électoral tronqué sur base d'audiences foraines faussées. Là encore Gbagbo s'en sort avec maestria avec l'appui des jeunes patriotes guidés par Blé Goudé et Eugène Bué. Mais nous avons marqué un point important dans cette défaite. La haine des militants PDCI baoulés pour Gbagbo a ressurgi et s'est consolidée grâce à la cause Konan Banny. Cela nous servira pour la suite, car la manipulation est notre jeu favori. La DGSE française au service des Illuminati organise l'introduction des déchets toxiques dans le but de créer l'émoi et la colère populaire. Le choc, subi par l'opinion suite aux effets néfastes des déchets toxiques, avait commencé à faire son effet, mais une nouvelle fois Gbagbo prend le dessus, car il avait compris la manœuvre diabolique française. Pour reprendre la main afin d'effacer l'épisode GTI banni déchets toxiques, Gbagbo initie l'accord politique d'Ouagadougou. Nous étions sonnés mais pas vaincus. De nous fallait récupérer l'accord d'Ouagadougou, car notre pion biais comparé en était le parrain. Il lui fallait profiter de la confiance de Gbagbo pour vider cet accord de son contenu. En sujet obéissant, il rendait compte à ses maîtres après chaque décision importante, mais il ne fallait pas aboutir au désarmement. Une fois la circulation des biens et des personnes démarrée, les armes étaient facilement transportables pour les disséminer à travers toute la partie sud du pays. Cela enclenché, notre objectif a été de distraire l'opinion. Il fallait faire du bruit concernant l'enrôlement, le listing électoral et exiger la date des élections, étant donné que l'opposition a eu la main mise sur la COI, Commission électorale indépendante, suite à l'accord de Pretoria. Mandat a été donné aux rebelles de récuser ensuite la médiation de Thabo Mbeki. Mais entre-temps ce dernier a été poussé
afin de permettre la candidature de tous et l'introduction d'un nombre important d'opposants dans la commission électorale indépendante, s'il voulait la paix en Côte d'Ivoire. Pour ne pas entacher la crédibilité de sa mission, il nous fallait avoir le contrôle de la CEI. Pourquoi? Je vous explique les raisons. Les services secrets ont diligenté une enquête secrète pour jauger la popularité des principaux candidats. Résultat: 65,90% en faveur de Gbagbo, 20,08% pour Bédié, et 14,02% pour Ouattara. Constatant ce résultat effrayant, il fallait passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire confier l'enrôlement à un service technique étrange, verrouiller la CEI et procéder à des enrôlements tronqués. Remarquez que les zones qui semblaient favorables à Gbagbo, les centres d'enrôlement ont été mal disposés, afin de décourager ceux qui en étaient éloignés, alors que les centres sont proches des populations du Nord majoritairement RDR. Ordre a été pour que les étrangers CEDEAO viennent gonfler le nombre d'enrôlés, car les votants réels ivoiriens du Nord n'étaient pas aussi nombreux comme souhaité. Quant au projet de société d'Ouattara pour les élections, il ne fallait pas se casser la tête. Gbagbo avait déjà réfléchi, et fait tout le travail à notre place. Il a suffi de changer quelques éléments de son projet pour en faire un semblant de différence. Ce qui fait de celui d'Ouattara, une pâle copie du programme de Gbagbo, génialement pensé. Avec une flottille de militants fanatiques et peu avertis, cela passa comme lettre à la poste. Enfin, lors du cinquantenaire célébré à Yamoussoukro, Gbagbo annonce la date définitive des élections. C'est le top départ pour la grande manœuvre d'intimidation et de corruption des chefs militaires, afin de déstructurer l'armée FDCI. Déogradait-on comme des fruits mûrs dans la besace. Mais fait inattendu. Beaucoup d'officiers dont le colonel-major Conan Boniface, et le regretté capitaine Kouadio Timothée Moratier Bissou lors des combats du 30 mars 2011 sont approchés, mais résistent fermement. Les milliards de francs CFA proposés ne les ébranlent pas. Ils disent être des hommes d'honneur, et que cet honneur n'est pas à vendre. Un choc pour nous. Des militaires négro-africains, qui logiquement doivent s'abaisser à la bêtise ethnique, refusent l'argent, demeurent intégrés nationalistes, tout le contraire du capitaine Alakouassi Léon. Décidément on aura tout vu en Côte d'Ivoire. Les votes du premier tour se déroulent, et les craintes des dirigeants financiers occidentaux se confirment. Gbagbo est le plus populaire des candidats malgré les manipulations que nous avions opérées, mais pire, Bédié est deuxième avant Ouattara. Ça nous ne pouvions l'accepter, et les résultats ont été inversés en faveur d'Ouattara. Bédié qui demeure un homme faible et poltron se laisse faire. Tous ses biens sont bloqués sans oublier tous les documents qui démontrent ses malversations économiques passées qui lui sont brandis. Bédié soutient alors Ouattara, qu'il croyait rouler dans la farine, afin que ce dernier amène ses votants en sa faveur au second tour. Il fut pris à son propre piège. C'est la même méthode qui sera appliquée pour le choix des candidats aux prochaines législatives. Vendre et rendre le PDCI inoffensif, ce qui arrange la situation des maires occidentaux d'Ouattara. Au second tour, malgré les appels de Bédié à voter pour Ouattara, le taux de participation est faible. Il fallut gonfler le nombre de votants par rapport au listing dans les régions du Nord non désarmées. Les hommes de Gbagbo à la CEI bien qu'en faible nombre, demeurent extrêmement vigilants. Les 3 jours requis pour annoncer les résultats provisoires, sont passés sans proclamation de résultats. Il fallait opérer un passage en force. Tâche qu'accomplissent les ambassadeurs français et américains. Une fois annoncés les résultats sur France 24, le reste, nous nous en occupions par médias et ONU interposés. Gbagbo ne se laisse pas faire pour autant, malgré le fracas médiatique des chaînes de télévision et de radio occidentales. Il applique la loi dans toute sa rigueur, mais que pouvait-il devant une telle force, vu que nous avions réussi à mettre le doute dans l'esprit des populations? Il fallait le présenter comme le mauvais perdant, le dictateur, et ça nos médias s'en sont donnés à cœur joie. Mais cet homme ne nous laisse toujours pas tranquilles, et se met à éveiller les consciences des masses africaines avec des émissions, et des débats télévisés transmis à outrance sans oublier une diplomatie qui tournait à plein régime. Les chefs d'État africains sont menacés par les pays occidentaux tenus par les Illuminati. Les vieilles dettes de beaucoup de pays africains, en passe d'être annulées ne le seront plus s'ils n'obéissent pas aux ordres, c'est-à-dire faire tomber Gbagbo par l'Union africaine, un organisme corrompu, mendiant et squelettique. Il a même été proposé par le président Sarkozy lors d'une session de l'UA, un droit de veto à l'ONU pour les Africains. Du pur baratin pour naïfs. Entre-temps, pendant les tractations diplomatiques avec la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU depuis janvier, les forces militaires venues du Sénégal, du Burkina Faso et du Nigeria, commencent à débarquer dans le nord de la Côte d'Ivoire avec armes et logistique. Officiellement et diplomatiquement, l'option militaire est rejetée, mais officieusement tout est en place. L'ONU permet la mise en service d'hélicoptères russes de type Mi-24, officiellement pour défendre les civils, mais en vérité ces engins meurtriers sont destinés à ouvrir le passage sur les différents fronts militaires aux combattants, rebelles d'Ouattara appuyés par les soldats CEDEAO. Lorsque les services secrets conduits par la DGSE français font leur rapport pour dire que tout est OK, les hostilités militaires entrent alors, dans leur phase active après le constat des avancées du commando invisible d'Ibrahim Koulibaly Dibé appuyé par l'armée française et l'ONUCI à Bobo, commune favorable à Ouattara. Les différents fronts militaires sont mis en branle. La résistance des FDSI est farouche, surtout aux forces CEDEAO rompues au combat terrestre.
mais chaque fois les Mi-24 de l'ONUCI sont intervenus pour dégager les obstacles. Curieusement, la suite s'est facilitée avec le recul des militaires restés loyaux à Gbagbo. Car pour nous, la guerre devait durer au moins 6 mois. Ces longs combats allaient nous permettre de massacrer la communauté chrétienne en masse, afin d'atteindre une quantité de sang à faire couler pour cause rituelle satanique Illuminati. Le retrait des FDSI a empêché ce carnage, parce que la visibilité du terrain allait dévoiler ce génocide religieux. Les intenses prières chrétiennes ont un rôle néfaste contre les Illuminati qui sont, eux, adorateurs de Lucifer. Ce plan a été déjoué on ne sait comment. Mais il fallait continuer sur Abidjan où les FDS se sont regroupés pour engager la bataille ultime. L'entrée à Abidjan FRCI, appuyée par la force Licorne, et l'ONUCI s'est soldée par un échec cuisant avec la perte d'au moins 80% des forces rebelles CEDEAO sans oublier des soldats ONUCI et Licorne morts au combat. Ce fut un véritable massacre de la part des FDSI qui ont subitement pris le dessus malgré le commando invisible d'Ibrahim Koulibaly. Nicolas Sarkozy est sommé par les banquiers occidentaux de passer à la vitesse supérieure. C'est alors que tous les hélicoptères sont déployés contre les militaires ivoiriens. C'est le pilonnage tout azimut pour affaiblir les positions des FDSI conduites par les vaillants chefs militaires, que sont le colonel-major Conan Boniface, le général Doc Boublé, feu le colonel-major Goyerou, le commandant Abbaye et bien d'autres, qui contrairement à beaucoup de gradés des FDSI, ne se sont pas vendus aux forces occultes, qui sont les maîtres de la Banque mondiale et du FMI. Mandant d'Alassane Ouattara. Mais vu les corps des jeunes, massacrés par les hélicoptères français autour de la résidence du chef de l'État Laurent Gbagbo, vu que l'armée française a détruit quasiment toutes les armes de poing des soldats ivoiriens, Laurent Gbagbo décide de se livrer en demandant d'abord aux soldats d'arrêter de combattre, et de se mettre en sécurité car dit-il, c'est lui que la communauté internationale veut. Malgré eux, le cœur meurtri, les combattants FDSI se retirent et vont se mettre en sécurité où ils peuvent. Le 11 avril, un autre miracle se produit. Laurent Gbagbo qui devait être tué selon le plan, s'en sort vivant et fait prisonnier. La communauté internationale est malheureusement fait dire à travers ses médias tels France 24, qui comme les autres médias occidentaux, ont une mission de bourrage de crâne à travers le mensonge savamment distillé aux populations, que Laurent Gbagbo doit être traité. Leur peur est que Gbagbo devienne un héros vivant. Ce qui est système est bien le cas aujourd'hui. Un petit pays comme la Côte d'Ivoire, qui tient tête à tout un système, la haute finance internationale, qui a poussé la communauté internationale à la faute en l'obligeant à faire la guerre aux vieux et au sud de tous. Cela a permis aux jeunesses africaines de comprendre définitivement qu'on les a prises pour des idiots depuis toujours, et que leurs pays ne sont pas véritablement indépendants, comme on tente de le faire croire avec des fêtes d'indépendance célébrées chaque année. La communauté internationale se sent affaiblie car Laurent Gbagbo l'a poussé à se dévoiler en plein jour, alors que par le passé tout était déguisé, et les peuples manipulés n'y voyaient que du feu. Quand j'ai vu cet homme de plus près à l'hôtel du Golfe suite à son arrestation, quand j'ai lu dans son regard si profond, certes rempli de déception, je n'y ai pas aperçu de signe de défaite, de peur ni de faiblesse. Oui, assurément c'est un grand homme, incorruptible et par-dessus tout un génie de la politique jamais vu en Afrique depuis un certain Patrice Lumumba. Quand son regard a croisé le mien, alors que les badauds fanatiques d'Alassane Ouattara le couvraient d'injures de toutes sortes, j'ai compris que le combat que mène cet homme n'est pas terminé même s'il mourrait ce jour où il fut arrêté. Gbagbo n'a pas été tué physiquement, mais la communauté internationale voulait se rattraper autrement. La trouvaille, c'est la Cour pénale internationale, CPI, qui doit servir à abattre l'homme définitivement. Le procureur Ocampo a reçu pour cette tâche, $1 million versés par les services de l'ombre de la communauté internationale sur un compte offshore au Belize, qui est un paradis fiscal pour le blanchiment d'argent. Gbagbo en prison au nord, le régime Ouattara demeure fébrile, et ne rassure pas du tout car l'image du leader charismatique écroué gauchement, continue d'avoir un impact sur les populations africaines. Son transfèrement précipité à la CPI, avait pour objectif d'abattre moralement ses soutiens militants, et pousser les partis politiques, qui lui sont proches à abandonner la course aux législatives. Mais, coup de théâtre, sa première comparution à la CPI, s'avère un poignard dans le ventre de la communauté internationale, qui comprend alors tardivement, qu'elle a affaire à un homme d'une dimension à nul autre pareil. Un individu, qui a été maltraité, humilié et détenu dans des conditions inhumaines, réapparaît à la face du monde, requinqué, plus combatif que jamais avec comme cerise sur le gâteau, une intervention magistrale qui a fait l'effet d'une bombe. Dans toute l'Afrique, l'espoir des jeunes Africains refait surface et se décuple. C'est les débats pleins d'ardeur, qui reprennent leurs droits dans les quartiers des capitales africaines. En face, la communauté internationale se sent ridicule face à un seul homme, qui incarne l'espoir politique de tout un continent avide de liberté et de démocratie sans influence extérieure. Elle se sent coupable de n'avoir pas assassiné ce Gbagbo qui les a poussés à révéler au grand jour toutes leurs combines. Côté Côte d'Ivoire, les nouvelles consignes françaises sont les suivantes: étouffer la presse bleue, proche de Gbagbo par tous les moyens, afin de l'empêcher de faire un travail de communication efficiente, et redonner l'espoir aux Ivoiriens, l'empêcher d'assurer son travail d'éveil des consciences pour maintenir la flamme patriotique.
manœuvre rondement menée à coup de sanctions du Conseil national de la presse, CNP, dont c'est la mission principale sous l'œil bienveillant du ministre de l'Intérieur qui est suivi à son tour de très près par les services secrets français. Ceci avec des arguments fallacieux basés sur l'esprit d'un pseudo-réconciliation et la paix. Au niveau international, la consigne claire est d'étirer le procès de Gbagbo en longueur à la CPI avec de multiples reports, afin d'émousser l'espoir des jeunesses patriotiques africaines. La remplaçante du procureur Ocampo, le futur procureur Fatou Bensouda de race noire, a été approchée avec le double du grain, 2 millions de dollars, de son prédécesseur pour finir le travail d'accusation. Le choix d'un procureur de race noire est stratégique afin de ne pas donner au procès la couleur raciste que tout le monde africain critiquait sous l'ère Ocampo. Sur le terrain ivoirien, l'organisation des législatives a pour objectif de déposséder les Ivoiriens de leurs terres, permettant une recolonisation très moderne de la Côte d'Ivoire par la France au profit de la communauté internationale. C'est cela le plan. Mais la crédibilité de ce scrutin est très largement affaiblie car l'appel lancé par le parti de Gbagbo provoque la non-participation des Ivoiriens au vote du dimanche 11 décembre 2011. Il faut alors truquer les résultats et donner un chiffre de taux de participation erroné. En vérité, le réel taux de participation est de 16% et non 36% qui sont purement mensongers. Encore une victoire à l'actif de Laurent Gbagbo. Oui, assurément. Gbagbo n'est pas comparable à Alassane Ouattara, qui est fabriqué et tenu en laisse par la France et les puissances étrangères. Cet homme, Gbagbo, s'est fait lui-même sans appui extérieur. Il croit en l'Afrique alors qu'Ouattara aide à piller la Côte d'Ivoire avec des gros contrats offerts à des entreprises burkinabées, comme par exemple le marché de 25 milliards pour la réfection du quartier d'Abobo donné à une entreprise du pays de Blaise Compaoré. Les plus gros marchés sont réservés aux entreprises françaises pour le compte de ces maîtres de la communauté internationale. Mais rien n'est tard puisqu'un esprit nouveau est né en Côte d'Ivoire depuis l'an 2000 et n'est pas près de s'éteindre. Un homme appelé Laurent Gbagbo, que je n'aime pas, ce n'est pas obligatoire, c'est vrai, mais que je respecte, a pensé un projet de société révolutionnaire, qui à terme devait faire de la Côte d'Ivoire, et de la sous-région une puissance économique et industrielle avec sa propre technologie tenue, et conduire par les Africains eux-mêmes. Il a contribué à la mise sur pied du premier satellite africain Rascom, qui du coup, rendait l'Afrique autonome au niveau télécommunications et information. Sa politique de transformation des matières premières allait enrichir et rendre puissants économiquement les paysans qui allaient se voir dotés de moyens techniques de dernière génération. Il avait pour objectif, le montage d'abord de véhicules de transport avec pour finalité d'en construire localement, avec les ingénieurs sortis de l'INPHB. Et plus encore il a entamé une ingénieuse politique de désendettement, PPTE, de son pays pour finalement aboutir à une autonomie basée sur les propres ressources ivoiriennes. Ce désendettement avait pour objectif de mettre à l'abri du besoin, la majeure partie des travailleurs ivoiriens en augmentant drastiquement tous les salaires d'au moins 65%, en plus de mettre tous les moyens économiques à un niveau, où la jeunesse pouvait comprendre, qu'il ne faut pas mettre ses espoirs dans l'immigration massive en Occident. C'est l'un de ces plans secrets que nous avons découvert. Ça, la communauté internationale ne pouvait l'admettre. Pour mettre fin à cette vision, ses propres frères, égoïstes, avides de richesses faciles, de postes politiques honorifiques, afin de jouir de la vie se sont vendus au diable et l'ont renié. Mais comme je l'ai dit précédemment, cet homme digne de respect appelé Laurent Gbagbo, a suffisamment enseigné et nourri politiquement les jeunesses ivoiriennes et africaines pour continuer le combat, car je vous informe que la communauté internationale, au-delà de toute fanfaronnade, a beaucoup de faiblesses. Je sais de quoi je parle et je ne dis pas n'importe quoi. Quant à Alassane Ouattara, tous les documents compromettants le concernant ont été archivés pour le faire chanter le moment venu. Au-delà de tout ce que je viens de vous démontrer, je vous suggère d'exploiter votre intelligence à fond dans la combativité, et vous verrez que ces hommes politiques, qui sont guidés par les dirigeants de la haute finance, qui conduisent la communauté internationale ne sont que des hommes comme vous. Ils ne sont pas plus intelligents que vous, comme le croient bêtement beaucoup d'Africains adeptes de la paresse, de la mendicité et de la fatalité. Je suis de race blanche certes, mais il est stupide de croire qu'on est plus intelligent que les autres races. Les Chinois ont prouvé le contraire. C'est votre tour aujourd'hui. Gbagbo vous a montré le chemin, et libre choix à vous de finir le travail, ou l'abandonner par faiblesse, négligence et paresse. Humblement je vous soutiens et je vous encourage à bien vous organiser pour que la vérité éclate à la CPI et que Gbagbo ne soit assassiné scientifiquement, comme sait si bien le faire la communauté internationale. Au-delà de ça, comme Martin Luther King, une main africaine risque d'être payée pour faire le sale boulot d'élimination physique. Priez beaucoup mais agissez aussi beaucoup avec intelligence, ardeur et sans répit malgré les difficultés et épreuves jusqu'à l'obtention de résultats probants. Mais si vous priez beaucoup et agissez moins, alors vos prières s'avéreront inutiles. Car la prière sert à vaincre ce qui est invisible et c'est les actes qui obtiennent physiquement ce qui est obtenu dans le spirituel. C'est simplement ce que font des Illuminati dont je faisais partie. Ils adorent Lucifer et agissent de même, dans le réel pour des résultats concrets. Prière et action intelligente sans émotion pour une victoire certaine, voici le secret. Source, il s'agit d'un témoignage d'un Illuminati repenti. Je vous remercie et prenez courage.